Et donc maintenant, après avoir présenté très rapidement le panorama des métiers et des formations possibles, je vais passer la parole aux anciens étudiants qui sont venus ce matin et qui vont témoigner de leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études après le BTS, et ensuite dans quel métier travaillent-ils actuellement, et ils pourront intervenir pour vous donner des réponses très claires par rapport à ces questions. Et actuellement, vous faites quoi comme travail? Actuellement, je suis contrôleur de gestion pour une boîte de communication publicité. Parce que j'ai vu que j'étais vite bridé, c'est-à-dire qu'on me dit ok, un bac+2, certes, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour avoir ce que tu demandes, pour des évolutions plus tard. Donc j'ai décidé de reprendre, donc j'ai fait une licence en révision comptable en 1 an. Et ensuite, je me suis dirigé vers un master contrôle de gestion que j'ai fait en alternance. Ce sont deux univers différents un petit peu. Le révision comptable, c'est dans quel but? Qu'est-ce que vous vouliez faire? En fait, révision comptable, de base, je me dirigeais plus vers l'audit externe et c'est là que je me suis rendu compte que le contrôle de gestion était plutôt intéressant. Et vu que j'étais en alternance, je faisais un peu tout. J'étais un peu une petite casquette comptable, une petite casquette contrôle de gestion. Et j'ai vu que le contrôle de gestion il était nettement plus intéressant, nettement plus. Il y avait beaucoup plus de perspectives d'évolution en contrôle de gestion. Il y a plus d'opportunités dans le domaine. Exactement. Très bien. Surtout dans le groupe où j'étais, j'ai commencé en tant que comptable fournisseur. J'étais RAF pendant un petit moment sur une petite entité. Donc je gérais responsable administratif et financier. Donc j'ai fait un peu de comptabilité, de la saisie de la facture fournisseur, en passant par les paiements, la déclaration de la TVA, l'alias fiscal, mais aussi la casquette de contrôle de gestion, c'est-à-dire analyser, accompagner les commerciaux en termes de profitabilité des projets, le reporting groupe, c'est-à-dire rendre des comptes à la direction, au groupe plus haut. Et ensuite, là, je suis passé contrôleur financier, contrôleur de gestion pour une plus grosse entité du groupe. Soit c'est le rythme était très différent parce qu'avec l'alternance, vous avez moins de liens en classe, c'est plus tellement une classe. Exactement. Vous êtes déjà professionnel, vous avez des cours en parallèle. En fait, c'est ça. D'accord. Exactement. Surtout qu'on a fait 2 ans de BTS en initial, on est habitué à avoir un petit train-train entre guillemets, école, on rentre chez soi, devoir. Il n'y a plus le école, boulot, devoir. C'est un peu différent. C'est compliqué de gérer à la fois le travail personnel pour la formation et peut-être le travail en alternance. C'était pas compliqué, il fallait tenir le rythme, mais c'était un autre rythme à suivre. Un autre rythme, il faut s'habituer au rythme, au changement. Ouais, exactement. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à des étudiants de BTS s'ils veulent faire une licence professionnelle? C'est-à-dire quel serait le conseil que vous leur donneriez? Faites de l'alternance. Alternance, je pense. Oui. Alternance. Parce que déjà on a un pied déjà dans la vie active, on voit entre guillemets ce qui se passe sur le terrain. C'est plus de la théorie, c'est de la pratique. Et ça nous permet de nous donner une vraie image de ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire et ce qu'on ne veut pas faire. D'accord. Donc de tester un peu différents domaines. C'est ça. Et ensuite de choisir vraiment l'entreprise, le type de structure dans laquelle vous voulez travailler, plus la spécialisation, plus fine. Et comment se passe votre licence? Calibrer votre parcours si vous voulez vous diriger vers un master en contrôle de gestion plutôt qu'en compta, et vice versa, ou de la paye. Voir vraiment quel est le domaine qui vous intéresse vraiment. En fait, la motivation est essentielle en fait. C'est ça, exactement. La motivation, c'est la première brique. Motivation. Oui. Parce que, qu'est-ce qui vous a motivé vous? Moi, ce qui m'a motivé en fait, c'est qu'avant la licence, j'avais commencé à travailler. Et du coup, j'étais un peu. En fait, on m'a un peu bridé en me disant écoute, avec un BTS, c'est bien d'avoir ton BTS, mais c'est pas ce qui fait tout, quoi. Donc, c'est là où j'ai eu ma petite motivation, un petit peu d'orgueil également. C'est-à-dire, le but c'était d'évoluer, c'est ça qui vous a poussé? Ah non, moi je voulais évoluer, je voulais avoir un meilleur salaire. Et à l'époque, ma DRH m'a vite fait comprendre qu'avec un bac+2, reste à ta place. Oui, vous avez moins de chance. Gentiment, bien sûr. Ouais, en fait, pour évoluer, il faut absolument aller au-delà. C'est ça, il faut avoir des diplômes, il faut avoir de l'expérience. Contrôle de gestion sans bac+5, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vu comme limite. Ouais. Exactement. Moi, ils n'auraient pas pris ça. Ah oui, sans bac+5, c'est pas possible. Ah, c'était minimum. C'est le niveau qui est demandé pour ce poste-là, donc pour l'avoir, il faut aller jusqu'à là, mais c'est chiant. C'est ça, il faut passer par... C'est ça. C'est pour ça que j'avais fait un master après ma licence, puisque, comme tu as dit, tu veux faire du contrôle de gestion, c'est bac+5. Ouais. Avant, ils y allaient par les chemins comme ça, maintenant c'est terminé, ils demandent des diplômes. Ouais. Et c'est possible en alternance, parce que vous êtes déjà employé,
mais vous avez un rythme qui vous permet de vous former. C'est mieux de faire l'alternance à Cergy. Ils font un entretien la première année de master pour la deuxième année. Ils prennent que les meilleurs, entre guillemets, en alternance parce que c'est dur à suivre, parce qu'il faut être en entreprise, il faut suivre les cours, c'est fatigant. Mais par contre, on a vraiment un plus sur le CV. Quand on arrive, on a déjà 2 ans, 3 ans d'expérience. C'est mieux quand même de faire l'alternance pour ça. Et on apprend aussi beaucoup d'Excel, Ouais. beaucoup en regardant les autres, parce qu'une fois qu'on est embauché, là ça devient plus dur. Là ça part d'environ 30 personnes. Il faut savoir que la sélection est un peu limitée vu qu'il y a 30 places, mais ça nous permet de faire que la 3e année, d'avoir le niveau licence, et ensuite poursuivre avec le master qui est derrière, contrôle-gestion et système d'information. Je l'ai fait en 2 années en alternance, parce que sinon il y a une autre option, c'est de faire 1 année en alternance, 1 année de césure où on fait des stages, des apprentissages, des stages pendant 1 an, et de retourner faire la 2e année de master. Et donc en fait ces outils, c'est un peu aussi quelque chose que vous devez prendre en main et parfois auquel vous vous intéressez pour mieux comprendre comment ça fonctionne et comment produire des chiffres intéressants pour vous. Oui, alors on va regarder comment fonctionne l'outil, on va regarder parfois les scripts qu'il y a derrière sur les modes de calcul, si ça ne correspond pas à notre besoin. On va identifier les états, les données qui vont manquer dedans, parce que c'est une récupération des données SAP dans les PC. Ça ne veut pas dire que tout est complet et que tout est présent. Donc on peut avoir besoin de rajouter de l'info. On a aussi, avec l'AMA, on leur donne notre besoin, mais après ils nous renvoient une évolution à tester. Donc nous, on va regarder ce qu'ils ont fourni correspond bien à notre besoin pour valider ou non tout ce qu'ils ont été fait par les consultants. Il y a une grande partie de communication, vous avez dit, traduire vos chiffres en graphique, pointer des éléments essentiels. Et ça, quelles sont vos relations avec les managers ou les dirigeants qui vont devoir utiliser ces chiffres? Au reporting central, on est sûr de parler avec quasiment toute l'entreprise. Clairement, on a la gestionnaire de contrat quand on a une question sur pourquoi c'est la France sur ce contrat, pourquoi c'est pas, je sais pas, le Japon ou autre. On va aller les voir eux pour leur demander des détails supplémentaires. On va voir le contrôle de gestion de projet pour savoir l'avancement, pourquoi le contrat il n'est pas tombé en juillet et que finalement il est tombé en septembre, pourquoi il y a eu des retards de production. Eux, ils vont aller voir les opérationnels. Au niveau du management, ils nous demandent telle présentation, telle info. Il faut vraiment voir avec eux quels sont leurs besoins. On a les CE aussi avec les présentations, donc évidemment, ils ont aussi des besoins, ils veulent voir certaines données. Et c'est assez normé au final pour ça. Et on travaille avec la compta parce qu'on a aussi des écritures comptables aussi à passer, même au contrôle de gestion. Ça arrive. C'est pas la partie qu'on aime le plus, mais il faut le faire. Donc on travaille avec eux pour passer des OD parce que chaque service a son planning. Il ne faut pas qu'on se marche dessus. Il y a une date limite pour les écritures. Après, c'est l'autre service qui doit travailler. Juste l'inconvénient du reporting central, c'est qu'on est en bout de chaîne. C'est après que tout le monde ait travaillé, après que tout le monde a fait ses données, ses reportings, que nous on récupère tout. Donc c'est pour ça qu'on a un timing entre chacun et qu'on doit tout le temps se coordonner. Merci Kelly. Alors, il y a aussi Rachida qui voulait intervenir parce qu'elle a travaillé beaucoup en cabinet. Exactement, et vous parlez de parcours universitaire. Mais pour vous rester motivé, il y a des écoles. Il y a le parcours DCG, DSCG qui est un parcours licence et master, où c'est très encadré. C'est bien aussi pour ceux qui n'ont pas envie d'être lâchés trop rapidement. Quand on passe un BTS où c'est plus encadré, c'est dans un lycée, on a des cours. Là, c'est pareil, en DCG, DSCG, on aura des cours obligatoires. Il n'y a pas de cours magistraux et TD. On va à tous les cours. L'école, il y a des portes ouvertes, comme aujourd'hui. Et là, on peut poser des questions à des anciens qui peuvent parler de leur parcours. Et ça se passe vraiment bien, on n'est pas lâché. Il y a un cadre, il y a des épreuves en fin d'année par contre. Nous, ce n'est pas des partiels semestriels, c'est des épreuves. Pour le DSCG, c'est en mai, et pour les DSCG, c'est en octobre. Donc ça va, ça se passe bien. Et pour l'apprentissage, les écoles vous aident aussi à les entreprises ou les cabinets. Donc vous êtes quand même accompagné, il ne faut pas avoir peur. Et actuellement, qu'est-ce que vous faites actuellement? Si vous voulez vous présenter un petit peu. J'ai travaillé pendant 11 ans en cabinet, donc j'ai un profil cabinet. J'ai travaillé 5 ans à DBF Audit à Mantes-la-Jolie en apprentissage, où j'ai fait mon DCG, DSCG. Et après, j'ai quitté le microcosme que représentait Mantes-la-Jolie pour aller à Paris. Et je travaillais en cabinet, j'ai fait 3 ans de cabinet à Paris-Saint-Lazare. Et dans le même quartier, je suis restée à Paris, j'ai refait 3 ans. Et là, j'ai quitté le milieu du cabinet il y a 2 mois et je travaille chez Penny Lane, qui est une plateforme
une nouvelle plateforme qui a été créée il y a 3 ans, un nouvel outil comptable, c'est un tout en un. Donc on essaye de concurrencer les plus gros qui sont sur le marché comme Cegid. Et je travaille je suis chef de projet. Donc j'accompagne les cabinets d'expertise comptable dans leur digitalisation et dans la conduite du changement. Donc là c'est plus de l'opérationnel, donc voilà, c'est plutôt cool. Ah, c'est un C'est un changement beau intéressant. parcours. Ouais. Vous êtes parti de l'expertise qui peut travailler en cabinet. Exactement. Vous évoluez vers chef de projet pour développer un logiciel pour des experts comptables finalement. Mais c'est mon expérience en cabinet qui m'a permis aussi de le faire. Parce que les 5 ans en cabinet d'expertise comptable chez BDF Audit avant la vie, même si c'était de l'apprentissage, c'est un cabinet multisite. Et il y avait une harmonisation des pratiques à avoir, donc il y avait une conduite du changement déjà abordée, et c'est pour ça que c'est aussi le thème de mon mémoire en DSCG, la conduite du changement organisationnel. Donc en fait j'ai toujours tendu vers ça, et l'occasion s'est présentée cet été lorsque j'ai reçu une offre sur LinkedIn, et je me suis dit mais c'est vraiment ce que je veux faire. Enfin, le cabinet je veux bien, en plus je prépare mon diplôme d'expertise comptable que je vais passer normalement en mai, si tout va bien. Mais voilà. Je reste, je suis très contente du parcours que j'ai eu parce que ça m'a permis notamment, avec le BTS, c'est une voie, c'est de la comptabilité de gestion, c'est très général, mais ça permet en fait d'avoir plusieurs corps de métier. On n'est pas seulement là à faire de la comptabilité, on fait du contrôle de gestion, de la paye comme tu disais tout à l'heure, j'ai oublié, il s'appelle Yannick, ok, Yannick. Non, c'est un très beau parcours et il ouvre pas mal de portes. C'est pas forcément limité en tout cas. J'ai rencontré des personnes qui ont eu des titres certifiés de gestion et d'autres parcours, donc c'est plutôt bien développé. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces témoignages, Rachida. Merci beaucoup. Parce que j'aimais les chiffres. Donc après j'ai obtenu mon BTS CG et je trouvais la comptabilité un petit peu redondant, donc j'ai voulu poursuivre sans perdre d'année mais vers un autre domaine. Donc j'ai candidaté en licence banque finance, banque assurance finance dans une école qui s'appelait le CFPB. Aujourd'hui elle s'appelle le S-Bank. Elle a changé de nom mais c'est toujours la même école à la Défense. Donc, j'ai fait 1 an de licence banque en alternance, j'étais au LCL de Château. Et donc j'ai obtenu cette licence là, j'ai travaillé avec donc, au CIC de Bobigny. Et de là, j'ai aussi été un petit peu dégoûté par le monde bancaire parce que j'étais en relation avec le client. C'est un métier où il faut être au contact du client, avoir le sens de la relation client, quoi. Est-ce que votre licence professionnelle, pardon, Oui. est-ce qu'elle était à quelle vocation? C'était plutôt chargé de clientèle bancaire? Donc justement, avec donc déjà, il faut savoir qu'avec le BTS chez TCG, on peut postuler en licence banque. Et à l'issue de la licence professionnelle banque qu'on fait en 1 an, on est automatiquement conseiller de clientèle particulier, donc comme vous et moi. Et après l'évolution, c'est soit conseiller de clientèle professionnelle pour conseiller les entreprises, soit conseiller clientèle privée ou patrimoniale pour conseiller les clients avec des grosses fortunes, quoi. Donc ça c'est l'évolution classique, et après on peut passer à directeur d'agence ou directeur de groupement d'agence, etc. Et cette licence banque, elle peut aussi mener à des masters bancaires qui sont plus axés vers le back-office, donc les métiers de la banque, mais sans avoir le contact client justement. Et là, c'est plus banque d'investissement, des choses comme ça, tout ce qui concerne la bourse, l'épargne, etc. Donc avec cette licence banque, j'ai travaillé au LCL, et sur tout ce qui concerne l'épargne, l'assurance et le crédit, on va dire que c'est les trois domaines du milieu bancaire. Donc tout ce qui concerne l'assurance MRH, multirisque habitation, l'assurance automobile, auto, etc. Et tout ce qui concerne l'épargne, que ce soit l'assurance vie, les livrets A, LDD, etc. Ou bien les crédits, que ce soit un crédit pour une maison, un crédit conso, etc. Donc c'est pour ça que je parle de ces 2 licences, parce que les 2 sont accessibles directement après le BTS-CG. Et du coup, j'ai préféré donc, la licence paye, que j'ai fait en alternance chez Veolia. Donc, Veolia, c'est une entreprise qui gère la vente et la distribution de l'eau et la production de l'eau. Ils sont numéro 1 en France et en Europe aussi, je crois, même mondialement. Et c'est une entreprise qui fait partie du CAC 40 aussi, donc elle est cotée niveau bourse. Et du coup, là, actuellement, je suis en poste comme gestionnaire de paye. Donc l'école que j'ai fait, c'est l'ENOS. C'est une école qui est à Paris 8, à Miromesnil. Donc c'est une licence qui est reconnue par l'État. Il y a aussi une licence à Villetaneuse pour ceux qui veulent la faire à Paris 13.
Et comme vous l'avez mis, le CNAM, enfin, ce genre d'endroit aussi pour se former, voilà, ou les personnes qui préfèrent faire directement une certification RNCP reconnue par l'État. Donc là, actuellement, je suis en poste chez Veolia en CDI, donc à la Défense au siège social d'Île-de-France. Et mais... J'ai une question, qu'est-ce qui a fait Ouais. que vous avez préféré évoluer vers la paye finalement, Ouais. plutôt de rester dans votre univers lié à la banque? Bah justement, donc si je devais comparer les trois, je trouvais que la compta c'était un petit peu redondant. La banque, je trouvais qu'il y avait le sens du contact client qui me déplaisait. Et la paye, je trouvais que c'était un juste milieu parce qu'on communiquait avec les clients pour expliquer leur bulletin, mais c'était pas en face à face, c'était par mail. Et c'est moins redondant que la compta dans le sens où les tâches elles sont beaucoup plus variées. Donc à faire le choix, j'ai préféré la paye parce que je m'ennuie pas et il n'y a pas ce côté directement front office quoi. Et C'était pas votre. Vous aimiez plus en fait, ce contact client tout le temps, etc. ouais, parce que ça dépend le client quoi. Voilà. Et pour expliquer un petit peu les tâches qu'on fait en tant que gestionnaire de paye, on va dire qu'il y a 3 domaines. Il y a le domaine de l'administration du personnel. Donc on gère tout ce qui est embauche et fin de contrat. Donc on va saisir toutes les embauches, que ce soit un alternant, un CDI, un CDD, un contrat pro, un contrat d'apprentissage. Il y a les côtés fin de contrat où on va s'occuper de faire les soldes de tout compte des licenciements, des démissionnaires, rupture conventionnelle, départ à la retraite et calculer toutes les indemnités qui vont avec. Donc ça c'est le côté ADP on va dire, et préparer les documents de sortie, certificat de travail, attestation acédique pour le pôle emploi. Toute une partie administrative finalement, Voilà. à l'embauche ou à la rupture du contrat, etc. C'est ça, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est la paye pure, donc avec une partie saisie, une partie contrôle. Donc on saisit tout ce qui est EV, éléments variables, remboursement de transport, acompte, avance, médaille du travail, prime, etc. Donc, des choses très détaillées, très techniques finalement. Voilà. Pour suivre chaque salarié de façon assez précise. C'est ça. Et la deuxième partie de la paye, c'est le côté contrôle. Donc on va pointer les bulletins en comparant avec le mois dernier, avec ce qu'on appelle des éditeurs, pour faire un pointage en masse et pas bulletin par bulletin. Et il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect DSN. Donc chaque fin de mois en paye, on doit envoyer ce qu'on appelle la DSN, déclaration sociale nominative. Parce que, on va dire que sur le bulletin de paye, chaque mois, le salarié il paye des cotisations que nous, on doit reverser aux différents organismes sociaux qui sont l'URSSAF, la CAF, la Caisse d'assurance maladie, la retraite, la mutuelle, la prévoyance. Toutes ces caisses-là, on les paye. Et après, en plus de ça, le salarié doit aussi payer le PAS, le prélèvement à la source, là, qui est reversé à l'État. Donc on s'occupe de toute cette partie-là. Et puis après, il y a aussi une petite partie maladie. On doit suivre tout ce qui est maladie classique, mi-temps thérapeutique, invalidité, etc. Donc voilà. C'est plus varié en fait. Oui, c'est plus varié. C'est plus varié en fait. Ouais, c'est ça. Merci Alice pour ce témoignage.